présent la Minute Tech et je vous propose aujourd'hui de parler du quantique. Alors si nous ne savons pas quand le Q-Day arrivera, il est clair que nous assistons à un véritable tournant. Vous l'avez certainement vu, les dernières annonces du ministre Lecornu, ministre des Armées, montrent une stratégie nationale très forte. Des institutions comme la Banque de France ont déjà initié des expérimentations au niveau européen et international, des grands noms de l'industrie également. Côté Europe, un Quantum Act pourrait survenir d'ici à la fin de l'année et évidemment le G7 de juin 2026 pourrait accélérer plus encore les choses. Les financiers, eux aussi, l'ont bien compris sur ces 2 dernières années. 3,5 milliards de dollars ont été investis dans le développement du quantique à travers le monde. Les entreprises, quant à elles, comprennent évidemment que l'informatique quantique représente une menace, évidemment, pour la cryptographie traditionnelle, à près de 73%, mais 61% d'entre elles n'ont toujours pas défini de stratégie pour le monde post-quantique. Quant à l'ANSSI, dont on parlait tout à l'heure, elle préconise une démarche hybride dès à présent. Le tournant du quantique, c'est maintenant. Mais alors, qu'en est-il concrètement? Comment s'y préparer? Que nous faut-il mettre en place? Je vous propose de décrypter cette information avec notre invité. Il est déjà là, il nous attend. Ludovic Perret, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Mélanie, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci de venir nous éclairer sur ce quantique. Alors on en parle beaucoup, on aimerait savoir concrètement de quoi il s'agit et puis surtout, on parle de cette révolution quantique. Y sommes-nous réellement ? Alors je pense qu'on en est entre deux. Donc si on regarde un peu le passé, sur les 10 dernières années, on voit que les progrès ils ont été considérables, autant de manière technique et autant sur les investissements. Donc une manière de mesurer ces progrès, c'est de regarder ce que les acteurs nous proposent en termes de qubits. Donc c'est l'équivalent quantique du bit. Et donc c'est la capacité de ces machines à pouvoir traiter des problèmes de plus ou moins grande taille. Donc en une dizaine d'années, on va dire qu'on est passé d'une 1 ou 2 qubits à des centaines de qubits. Et aujourd'hui, on a des investissements majeurs avec tous les gros acteurs du domaine. Et aussi de manière intéressante, au niveau français, on a des startups qui vont être très bien positionnées comme Pascal ou Candela ou Alice et Bob. En revanche, on a parlé de menaces et même d'utilité pour les entreprises, d'application de ces technologies. On n'en est pas encore là. Donc on pense que d'ici probablement la fin de la décennie, on devrait avoir des machines quantiques qui sont utilisables pour résoudre des problèmes pratiques. Aujourd'hui, c'est une réalité, ces machines quantiques. On peut y accéder en ligne, on peut déjà commencer à les programmer. En revanche, on n'a pas encore aujourd'hui d'applications industrielles qui permettent de démontrer un avantage quantique industriel. Mais si finalement, à travers ce que vous dites, on a l'impression, et certains d'ailleurs le disent encore, ça nous paraît très loin, et pourtant, il faut s'y préparer dès maintenant. Alors, 2030, c'est pas si loin. Donc on parle d'une révolution technologique, d'une vraie rupture technologique qui va être d'un ordre de grandeur plus grand que ce qu'on voit aujourd'hui pour le machine learning et les grands modèles. Et donc, quand on est sur des ruptures technologiques qui sont majeures comme ça, il va y avoir des gagnants et des perdants. Et les gagnants, souvent, c'est ceux qui vont s'y préparer un petit peu plus tôt. Et donc, pour la cybersécurité, on sait que voilà un impact quand même qui est assez négatif, c'est que tous les systèmes de cryptographie qui sont utilisés aujourd'hui, qui protègent les industriels et nos gouvernements, vont être remis en cause par cet ordinateur quantique. Donc on sait que d'ici probablement 10 ans, on va avoir des machines qui sont assez puissante pour casser tous les systèmes qui protègent notre communication. Et puis il y a un autre problème qui est celui de récupérer ces données et de pouvoir les déchiffrer plus tard. Et quand on parle de ministères ou d'institutions particulièrement sensibles, ça pose une vraie question. Voilà, exactement, ça pose une vraie question. Donc on a cette problématique de capturer les données maintenant. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement facile et d'attendre qu'on ait un ordinateur quantique suffisamment puissant dans 10-15 ans pour déchiffrer des données parfois qui peuvent avoir une durée de vie qui est longue. Donc on a cette problématique. D'une certaine manière, la menace, elle est déjà là pour les données. Et on a un autre élément très pratique, c'est qu'on a des nouveaux standards qui arrivent et donc toutes les entreprises vont devoir aller se conformer à ces standards à un moment ou à un autre. Quand on parle de cryptographie post-quantique, on parle aussi de crypto-agilité. De quoi parle-t-on et pourquoi est-ce qu'il faut s'y intéresser, là encore une fois, dès maintenant ? Alors, déjà, quand on parle de quantique et de cryptographie post-quantique, en fait, on est sur des technologies qui sont un peu différentes. Donc, parfois, quand on peut parler de quantique, on a l'impression que c'est de la science-fiction. Bon, dans l'introduction, je vais essayer de vous convaincre que ce n'est pas du tout le cas, que c'est quelque chose qui arrive maintenant. En revanche, sur le post-quantique, là, on n'a rien du tout de quantique. Ça se déploie
dès maintenant, il va avoir des standards, ça fonctionne sur les machines. On a aujourd'hui des expérimentations et des standards. Et aujourd'hui, la recommandation de l'ANSSI et des organismes internationaux, c'est de dire que, vu la menace et l'impact potentiel que ça peut avoir, il faut dès maintenant faire notre transition vers ces nouveaux standards de cryptographie qui vont être résistants à l'ordinateur quantique. Donc aujourd'hui, on a ces standards et tous les industriels doivent commencer à se poser la question, comment dans ma chaîne de cybersécurité, dans ma chaîne industrielle, comment est-ce que je prévois la modification de toutes ces petites briques cryptographiques qui sont en fait un peu partout. Je vais avoir des millions d'appels tout le temps dans mon système de sécurité. Et comment est-ce que je fais pour maintenir la continuité de mon activité et faire cette transition pour me préserver de la menace et aussi pour des questions de conformité à la régulation. Vous avez parlé des expérimentations. Je citais notamment la Banque de France qui s'est exprimée, qui a rendu public pour aussi mobiliser, sensibiliser et jouer un rôle moteur, notamment au sein des institutions financières. De quoi parle-t-on quand on parle de ces expérimentations ? Alors, ce qu'on parle, c'est globalement, c'est pour mettre en place cette transition, il va y avoir plusieurs étapes, qui est déjà une étape de planification, d'identification des points qui sont les plus importants et qui sont les plus faibles, et ensuite de remédiation. Mais dans cette phase de remédiation, on va avoir des nouveaux standards de cryptographie qui vont vraiment être au cœur de mon système d'information. Donc je n'ai pas comme ça, du jour au lendemain, dire maintenant il faut que je change tout ça, parce que si je ne me prépare pas à ça, si je ne fais pas d'expérimentation, si je ne teste pas mon système d'information sur ces nouveaux standards qui ont des caractéristiques pratiques qui sont un peu différentes, on va avoir des tailles de paquets qui sont plus grosses, je risque d'avoir des gros problèmes si je ne fais pas une planification. Et l'expérimentation, dans ce cadre-là, c'est, dans cette phase de transition, de vérifier que je peux passer à ces nouveaux standards. Mes fournisseurs sont aussi prêts, donc je vais pouvoir mettre à jour toute ma chaîne d'information. Et en fait, toutes ces expérimentations doivent être démarrées aussi vite que possible. Et on voit par exemple dans le système, pour les acteurs financiers sont très actifs sur ces sujets-là, d'expérimentation pour pouvoir tester le passage, la faisabilité, et puis de voir en avance de phase quelles sont les difficultés qu'on pourrait rencontrer. Quelles sont les grandes actions à suivre, les focus en matière de quantique ? On a parlé possiblement d'un Quantum Act, et puis il y a le fameux G7, où là, on pourrait voir les choses s'accélérer encore plus dès l'année prochaine. Alors, ouais, il y a trois actualités. Deux d'entre elles, vous les avez mentionnées, et trois d'entre elles, vous avez mentionné. En fait, au niveau international, on voit que la menace est de plus en plus prise en compte, et il y a des actions justement visant à accélérer cette transition-là, et aussi à développer les capacités des machines. Donc on a un Quantum Act qui est attendu entre juillet et la fin de l'année, qui va annoncer, on l'espère, des investissements assez massifs par rapport au niveau européen. On parle de plusieurs milliards d'euros sur l'ordinateur quantique. Au niveau du G7, il y a aussi des actions qui essayent d'être coordonnés pour pouvoir faciliter cette transition et aussi favoriser des pays qui sont peut-être moins avancés sur ces démarches-là, de rentrer plus facilement dans cette transition-là. Donc là, cette année, au G7, c'est un sujet qui a été discuté et mis à l'agenda pour les prochaines années, et en particulier, on espère qu'on pourra en discuter un petit peu plus dans le contexte du G7 en France. Et l'autre élément important au niveau national, parce qu'on a des questions aussi de souveraineté qui sont sous-jacentes, c'est l'annonce du ministre Le Cornu sur un observatoire quantique ou un campus quantique à l'image du campus cyber. Donc tout ça, c'est quelque chose qui doit prendre forme cette année, et c'est une actualité qui est assez excitante. Merci beaucoup, Ludovic, d'avoir été notre invité.